Être un homme complet, équilibré, c'est une entreprise difficile. Mais c'est la seule qui nous soit proposée. Personne ne vous demande d'être autre chose qu'un homme. Un homme, vous entendez? Pas un ange ni un démon. Un homme est une créature qui marche délicatement sur une corde raide, avec l'intelligence, la conscience et tout ce qui est spirituel à un bout de son balancier, et le corps et l'instinct et tout ce qui est inconscient, terrestre et mystérieux à l'autre bout, en équilibre. Ce qui est diablement difficile. Et le seul absolu qu'il puisse jamais connaître est l'absolu du parfait équilibre, l'absolu de la parfaite relativité. Contrepoint, Aldous Huxley. Quand je donne des séminaires et que je parle d'Aldous Huxley, la plupart de mes interlocuteurs ne connaissent que le meilleur des mondes, et encore dans certains cas connaissent le nom du meilleur des mondes et puis l'idée générale, mais je suis même pas sûr qu'ils aient lu le livre qui date quand même déjà d'un certain temps. Et alors c'est comme si dans la culture française, Aldous Huxley avait fourni cette expression qu'on emploie facilement, le meilleur des mondes, et c'est devenu une expression de langage courant. Mais la plupart des gens que je rencontre n'ont jamais lu ces autres livres. Et c'est vrai que c'est une pensée assez intellectuelle. Une œuvre, Aldous Huxley, par Lydia Benifrac, réalisation Christine Berlamont. La publication du meilleur des mondes, c'est 1932, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est pratiquement contemporaine du voyage au bout de la nuit de Céline, pour resituer un petit peu dans l'histoire du XXe siècle. Dominique Dussossois. Huxley est un homme de grande culture. C'est un Anglais vivant aux États-Unis, et c'est un homme qui est extraordinairement éclectique dans ses lectures. On trouve aussi bien des références au zen, à Maître Eckhart, à des saints catholiques assez confidentiels comme Saint Charles de Condrin, à François de Sales, à Sainte Jeanne de Chantal, à des psychologues. Et là encore, il fait preuve d'un grand éclectisme puisqu'il s'appuie aussi bien sur Rogers que sur Freud, que sur les psychologies du tempérament. Donc il y a énormément de références pour lui. Et tout cela alimente sa pensée. C'est le contraire d'un homme sectaire, si vous voulez, et enfermé dans une école. Il y a chez lui une volonté d'affirmer Dieu, une réelle volonté. Ce n'est pas une croyance, c'est une volonté, une affirmation extrêmement forte. Et en même temps, à côté de cette volonté qui est d'affirmer Dieu, et un Dieu qui est le Dieu des chrétiens catholiques, il y a notamment des réflexions sur le Notre Père qui sont fort intéressantes à cet égard. Il y a en même temps une grande ouverture. Il dit que, en réalité, finalement, toutes les religions recherchent le même but. Les voies divergent, mais le but reste le même. Et lui reste attaché à cette tradition catholique, quoique s'ouvrant sur d'autres traditions. Archivina, 1961. Je reviens de Vaison-la-Romaine, vous savez où le festival se poursuit ce soir et demain. Eh bien, à Vaison-la-Romaine, on a beaucoup remarqué la longue silhouette un peu courbée d'un homme aux très beaux cheveux blancs et dont le regard semblait absorbé par quelques méditations intérieures. C'était le grand écrivain, grand essayiste romancier anglais, Aldous Huxley, l'auteur du meilleur des mondes. Voilà maintenant de nombreuses années qu'Aldous Huxley, qui réside à Los Angeles, n'était pas venu en France et Claudine Chenez a pu l'interroger. Cela se passait à l'ombre des Platanes, sur la grande place de Vaison, d'où l'on découvre à la fois les ruines romaines et la haute ville médiévale. Vous sortez d'un congrès de parapsychologie, qui a eu lieu d'ailleurs en France, et vous allez à un autre congrès de psychologie qui a lieu au Danemark. Voudriez-vous me parler de votre intérêt pour la psychologie et sous quelle forme elle se manifeste dans votre pensée et dans votre œuvre ?
Oui, mais après tout, si on est romancier, on doit forcément s'intéresser à la psychologie. Et pas seulement à la psychologie, à la physiologie, à l'anatomie. Je ne m'intéresse pas, pour ainsi dire, à la psychologie pure, parce que rien n'est pur dans ce monde. Tout est extrêmement complexe et il ne faut pas penser jamais à une situation humaine en croyant qu'il y a une seule cause de ce qui arrive. On doit penser toujours à l'idée d'une causation multiple. On doit toujours se rappeler que l'être humain est un amphibie multiple qui habite simultanément plusieurs mondes. Et c'est pour cette raison que je m'intéresse à la psychologie, mais toujours en relation avec la physiologie, avec la sociologie, avec l'hérédité, l'ambiance. Et il faut toujours attaquer sur tous les fronts à la fois. Françoise Todorovitch. Il dit dans l'éternité retrouvée, ce que l'on est dépend de 3 facteurs, ce dont on a hérité, ce que votre milieu a fait de vous, et ce que vous avez jugé bon de faire de votre milieu et de votre héritage. Son milieu, son héritage culturel et psychologique du côté maternel, avec son grand-oncle qui était un poète, Matthew Arnold, professeur d'art poétique à Oxford, critique littéraire. Du côté paternel, son grand-père Thomas Henry Huxley, qui a soutenu Darwin et qui s'intéressait à l'origine de l'espèce humaine. Et ce que son milieu a fait de lui, c'est d'abord le milieu de sa première enfance, avec son éducation dans l'école qu'avait créée sa mère, qui s'appelait Priorsfield, une école tout à fait actuelle, qui se basait sur l'épanouissement des enfants, leur libre choix des matières qu'ils préféraient étudier, une grande liberté dans le choix des sports. Puis, son école préparatoire à Ulsted, dont il parle ensuite dans ses premiers livres, qui a été une très grosse épreuve pour lui. Et enfin, les 3 épreuves de son adolescence, la mort de sa mère en 1908, le fait d'être devenu presque aveugle en 1911 et le suicide de son frère au début de la guerre de 14. Tout cela l'a profondément marqué et il écrivait dans un livre qui s'appelle L'Éminence grise que jamais il n'avait cru au bonheur et à la durée des choses. Et donc vous remarquez dans cette biographie, Françoise Todorovitch, qu'il est très très attaché à sa mère. Très, oui. Dès qu'il découvrait quelque chose d'intéressant, il courait le lui dire, et j'ai pensé que le fait d'écrire ses livres, c'était encore une façon de continuer à raconter à quelqu'un ce dont il avait pris l'habitude quand il était petit. Et elle lui lisait tous les soirs des poèmes de son oncle ou des petits contes d'enfants, et certainement ça l'a formé à la littérature. Elle lui a donné envie d'écrire, je suppose. Mais quand il a perdu sa mère, c'est là, je crois, qu'il s'est mis à changer complètement, à devenir cynique, très dur. Enfin, il n'avait que 13 ans, mais peu à peu, comme il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, il a d'abord perdu sa mère, ensuite il est devenu aveugle, et ensuite, au moment de la guerre, son frère s'est pendu. Son frère qui l'aidait énormément dans ses études parce qu'il y voyait très mal, et à Oxford, il l'accompagnait dans les cours et dans son travail. Et il s'est pendu parce qu'il aimait une jeune fille qui n'était pas de son milieu, et il avait peur qu'elle ne soit jamais acceptée. Bernard Béret. C'est un homme, alors on pourrait dire qu'il avait un aspect un peu dilettante, comme ça, un peu touche à tout, mais en même temps, il avait une volonté extraordinaire quand on voit le problème de santé qu'il a eu avec ses yeux dans sa jeunesse, qu'il a failli devenir aveugle, et qu'il a décidé de pratiquer la méthode du docteur Bates, qui fait une gymnastique des yeux, et que grâce à cette gymnastique des yeux, mais qui suppose une persévérance incroyable, il a réussi à
à conserver une capacité de vue. Il faut dire que pour un homme comme lui, s'il était devenu aveugle, ça aurait été vraiment catastrophique, disons. Donc c'est un homme qui avait à la fois cette légèreté du voyageur, de ne jamais plonger ses racines très profondes dans une terre, et en même temps cette force de volonté que je trouve assez admirable. C'était tout de même un intellectuel, un poète, mais intellectuel, et il avait du mal à être dans la réalité quotidienne, ça c'est certain. Et comment vous décririez sa personnalité ? C'était quelqu'un d'extrêmement critique vis-à-vis de lui-même et des autres, extrêmement observateur, toujours à la recherche d'une vérité, toujours contre. Il a écrit le mode du penser du rien que. Il avait écrit lui-même qu'il avait constaté chez bien des hommes de science une tendance à accepter l'image du monde implicite dans les théories de la science comme un énoncé complet et exhaustif de la réalité. Il a toujours été contre ça et contre toutes les formes de totalitarisme culturel, religieux, idéologique. Il prévoyait les dangers d'une science coupée de l'être, des racines de l'être. Et c'est pour ça qu'il a écrit ces livres, de reste prophétiques, si on peut dire, pour tâcher d'avertir des dangers. Du reste, dans un de ses livres, il dit faites attention, il est déjà tard. Il s'était intéressé à l'écologie. Il avait compris combien on allait, comment dire, spolier, enfin détraquer la nature, et que le résultat serait terrible. Dans ses essais, il raconte tout ça. La peur de la démographie aussi. Il pensait qu'il n'y aurait pas de quoi nourrir le monde entier. Et puis il s'est intéressé énormément à l'éducation, ce qui est normal avec les ancêtres qu'il avait, et qui étaient des éducateurs, mais pas seulement intellectuels, mais sensoriels et psychologiques. Il est incomparablement plus facile de savoir beaucoup de choses, par exemple sur l'histoire de l'art, et d'avoir des idées profondes sur la métaphysique et la sociologie, que de savoir personnellement, intuitivement, un tas de choses sur ses semblables, et d'avoir des relations agréables avec ses amis et ses maîtresses, sa femme et ses enfants. Vivre, c'est bien plus difficile que le sanskrit, la chimie ou l'économie politique. La vie intellectuelle, c'est un jeu d'enfant, ce qui explique pourquoi les intellectuels ont une tendance à redevenir enfants et à retomber ensuite dans l'imbécilité, et finalement, comme le démontre clairement l'histoire politique et industrielle des quelques derniers siècles, à devenir des fous homicides et des bêtes sauvages. Les gens ont besoin de noyer la conscience qu'ils ont des difficultés qu'il y a à vivre convenablement dans ce monde contemporain si grotesque. Ils ont besoin d'oublier leur propre et déplorable insuffisance en tant qu'experts en l'art de vivre. Les uns noient leur chagrin dans l'alcool, mais d'autres, encore plus nombreux, les noient dans les livres et le dilettantisme artistique. Les uns tâchent de trouver l'oubli d'eux-mêmes dans la fornication, la danse, le cinéma, la radiophonie, d'autres dans les conférences et les occupations scientifiques.